Hello everyone, bonjour. My name is Olivier Ballou, mon nom c'est Olivier Ballou. Moi je viens de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec. So I'm from Val-d'Or in northern Quebec, and so it's why this session means a lot to me. Now, in terms of interpretation, you guys will see that there is a phone line, a toll-free phone number that will provide French to English interpretation. However, our panelists have agreed that there'll be a mix of English and French during the presentations and as well as during the Q&A. And so I'll just begin by introducing my friend here, Yuri Chassin, who's an economist with the Montreal Economic Institute. And I used to go to these Montreal Economic Institute Saturday student seminars when I was younger. So I'll leave it to Yuri. Thank you very much. Alors, bonjour à tous. Welcome to this panel on New Directions for Quebec. This session will be held in French, and I've been told that it's a first in the history of the Manning Center. So I'm Yuri Chassin. I'm an economist at Montreal Economic Institute. For those who don't know us, we are actually a free market think tank based in Montreal, but not only for Montreal. And I'm thrilled to see the Manning Center and conservatives taking the time to analyze the Quebec political landscape. So while you dial in on the simultaneous translation service, let me remind you, for those who have smartphones, we have a little poll for you. Et maintenant, en français, laissez-moi vous donner quelques éléments de contexte avant de vous présenter nos distingués invités. La scène politique québécoise se transforme rapidement. Il y a des résultats électoraux surprenants qui nous sont arrivés, dans le fond, à la dernière élection fédérale, entre autres. Il y a eu aussi de la création de nouveaux partis provinciaux, une droite politique réaffirmée. Comment interpréter ce qui se passe au Québec? On a entendu parler, par exemple, de la coalition Avenir Québec et de Option nationale et même d'un parti conservateur québécois qui se sont fondés dans les derniers mois. Aux élections fédérales, donc en mai 2011, les Québécois ont mis fin à 20 années de majorité bloquiste en élisant 59 députés néo-démocrates sur 75 comtés. Est-ce que les Québécois sont soudainement à gauche et fédéralistes? Est-ce qu'on assiste plutôt à un déplacement du débat politique au Québec qui s'éloigne du débat souveraineté versus fédéralisme? Est-ce qu'il y a une place dans le spectre politique québécois en faveur d'une réforme de l'État? Nos panélistes sont tous trois des auteurs, commentateurs et des observateurs privilégiés de la scène politique québécoise. Je commence avec Tasha Keridan, qui est co-animatrice de l'émission hebdomadaire National Affairs de CTV News Channel. Elle est aussi chroniqueuse pour le National Post et commentatrice politique pour RDI à Radio-Canada. En fait, RDI, Radio-Canada. Elle a été présidente de la Fédération des jeunes progressistes conservateurs du Canada avant de travailler comme conseillère politique au gouvernement conservateur de Mike Harris en Ontario. Par la suite, elle a travaillé en tant que réalisatrice de télévision, CBC News World, CPAC, et en 2003, elle a même reçu le prix Justicia pour l'excellence en journalisme de l'Association du barreau canadien. Elle est co-auteure du best-seller Rescuing Canada's Right, Blueprint for a Conservative Revolution avec Adam Daifala, et elle réside actuellement à Whitby, en Ontario, avec sa fille Sarah. Je vais présenter les trois intervenants tout de suite, avant de vous laisser la parole. Mathieu Bock-Côté est sociologue. Il est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et au 24 heures. Il est auteur d'un livre qui s'intitule « Fin de cycle, aux origines du malaise politique québécois », qui vient de paraître en librairie, et de la dénationalisation tranquille, mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire. Il a aussi travaillé au cabinet de Bernard Landry en 2003 et 2004. Et enfin, Éric Duhem est ex-conseiller politique de Gilles Duceppe, Stockwell Day et Mario Dumont, donc dans 3 partis politiques différents. Il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, à LCN, à VTL, dans les Sun Papers, Sun News et Radio X.
Il est cofondateur du Réseau Liberté Québec, qui vous expliquera sans doute un peu de quoi il s'agit. C'est un peu un mouvement citoyen de droite, l'équivalent du Manning Center au Québec. Et il est aussi l'auteur d'un livre paru récemment, « L'État contre les jeunes, comment les baby-boomers ont détourné le système ». Alors, je laisse la parole à Tasha Keridan. Merci beaucoup, Yuri, et bienvenue à tous. Ça me fait énormément plaisir de vous adresser sur la question de ma province natale, parce que oui, je suis québécoise d'origine, malgré le fait que j'habite en Ontario maintenant. Je porte mes couleurs fédéralistes aujourd'hui, pas de parti, évidemment. Et je vais dresser un portrait de la situation actuelle au Québec. Je vais aussi parler un peu de l'historique, comment on s'est rendu à la situation où on est. Et je vais terminer avec des possibilités, des opportunités, des portes d'ouverture pour les conservateurs, parce que c'est vrai que le Québec, oui, c'est une province distincte des autres, et il y a beaucoup de raisons pour cela, et ça fait aussi beaucoup de raisons pourquoi le conservatisme a eu de la misère à s'implanter au Québec. Maintenant, je vais commencer en vous citant les paroles de quelqu'un qui probablement va jamais s'adresser au Manning Center, et ça, c'est Justin Trudeau, oui. Il a fait les manchettes récemment quand il a déclaré à Radio-Canada le 12 février « Et je dis toujours si, à un moment donné, je croyais que le Canada, c'était vraiment le Canada de Stephen Harper, puis qu'on allait contre l'avortement, contre le mariage gay, puis qu'on se retourne en arrière de 10 000 différentes façons, peut-être que je songerais à faire du Québec un pays. Oh oui, absolument. Si je ne reconnais plus le Canada, moi, mes valeurs, je les connais très bien. » Now, the values that Justin Trudeau was talking about were not values of Canadians, of course. He was talking about values that he, as a Quebecer within Canada, held, and he was trying to explain why those values are different. And in fact, he's right. Now, his remarks had a lot of controversy outside Quebec, but inside Quebec, a lot of people kind of just nodded and said, yeah, he's stating a lot of the obvious. And let me give you just a few examples of where Quebec policies and attitudes diverge from what we would consider mainstream or rest of Canada. On the issue of abortion, which he mentioned, in 2011, Environics did a study where they asked the question of whether human life should be protected from conception. Well, in the Maritimes is the highest support, Atlantic provinces 35% for this idea, Quebec the lowest, 25%, and Environics pointed out actually that Montreal within Quebec was even lower, 20%. On the question of abolishing the gun registry, 2009, ECOS studied the question, and they asked Quebecers whether the gun registry should be abolished, and surprise, surprise, the lowest percentage in the country in terms of provincial support was in Quebec. 28.5% of Quebecers thought the gun registry should be abolished. Highest percentage, guess where it would be? Any guess? Yes, you did. Actually, no. It was actually Saskatchewan and Manitoba were higher by 0.7%. Alberta was 57%, and the other two western provinces were 57.6%. But yes, the West obviously had the highest support. Now, here's another question that's even perhaps more shocking. ECOS asked whether people should be prevented from owning guns at all, except for the police and other law enforcement officials. And here, Quebecers, 64%, that's 2 in 3, said, yeah, nobody should be allowed to own a gun except the police or the RCMP. Not surprisingly, again, in the western provinces, support for this idea was the lowest in the country at 31% and 35% for Alberta and Saskatchewan, Manitoba. Now, you see this over and over and over. Les attitudes au Québec en faveur d'un étatisme plus grand ou d'un contrôle plus grand de l'État aussi sont une chose qui les font à part de la population canadienne générale. On voit des subventions pour des garderies, on voit des subventions pour les frais universitaires, malgré le fait que les étudiants sont dans la rue maintenant, manifestant. On ne peut pas augmenter les frais universitaires au Québec sans une révolte publique. On a le in vitro gratuit pour les parents qui veulent avoir des enfants. On a une dette plus grande que le reste du Canada. Le groupe Desjardins a sondé en 2010 une étude qui a démontré que le Québec a une dette plus grande non seulement que toutes les autres provinces, mais on est le 5e plus endetté dans le monde.
Oui, c'est vrai. Pour le ratio de produit national brut à pourcentage de dette à produit national brut, le Québec vient 5e après l'Islande, la Grèce, l'Italie et le Japon. Alors, c'est très effrayant. Comment ça s'est produit? Bref, cours d'histoire. On sait tous que la Révolution tranquille a changé le Québec de façon profonde dans les années 60-70. Mais avant ça, dans les années 50, le Québec était plutôt conservateur. Il était catholique. Il avait le taux de fécondité non seulement le plus haut au Canada, mais un des plus hauts dans le monde. L'Église catholique prenait grande place dans la vie des gens. On avait le régime de Maurice Duplessis sous l'Union nationale. Les syndicats n'étaient pas puissants, mais aussi, en même temps, les francophones au Québec ne se sentaient pas maîtres chez nous. Et c'est là où on a vu le changement commencer. C'était une révolte contre cet état de fait qui s'est produit par la suite dans les années 60 dans la forme de la Révolution tranquille, qui a profondément changé la culture du Québec et a vraiment fait le début de ce schisme entre, je dirais, le Canada et le Québec en termes de politique publique et a affecté le conservatisme de façon profonde. Qu'est-ce qui est intervenu? The big changes in Quebec from the Quiet Revolution were the establishment of the state as the chief actor in favor of Quebec identity. And this is the problem for conservatives we're still dealing with because Quebecers equate the government and the state with a protector of the French fact. This goes back to, for example, Hydro-Quebec was one of the big state enterprises. It was created in 1944, but it really reached its apex in the 60s and 70s. In fact, René Lévesque was not the leader of the PQ in 1962. He was the Minister of National Resources in the government of Jean Lesage in Quebec. That same René Lévesque was one of the chief architects of the takeover of private electricity companies by Hydro-Quebec. He saw there the opportunity, even before he became a separatist, the opportunity for Quebecers to affirm themselves through state-controlled enterprises. And in the 1960s, Quebec took over the remaining 11 private utility companies, merged them into Hydro-Quebec, then built the Bay James Project and others, which, of course, established it as a major powerhouse within Quebec society, basically, not just the economy. In 1965, the Quebec government created the Caisse de dépôt. This is a state organization that helps fund Quebec enterprises. It directed money to companies based in Quebec, and there's still a controversy about how much of its mandate should be to favor companies in Quebec in terms of investment of public funds. So the Caisse de dépôt was another state instrument to protect Quebec's French identity. Then you have the language laws, not just Bill 101, but Bill 24 by Robert Bourassa, who is a liberal, as you know, not a separatist. He's, rest his soul, but he originally was the architect of Bill 24, which wanted already to restrict the ability of English students or students to go to English school. Of course, we know Bill 101 in 1977 restricted that ability drastically, but also, more importantly, brought the government into the place of business, because government now had inspectors that would go and look at the size of your signs. They would check as to whether you were doing enough French conversation between employees, whether memos were written in French. In other words, whether your company was French enough to operate in Quebec. Again, it's not even so much the issue of language. It's the fact that the state was the protector and defender of language. So what did this produce? This produced a situation where conservatism, which was equated with smaller government in the rest of the world at the time, think of Thatcher in Britain, Reagan in the United States, even in Canada in the 1980s when Brian Mulroney's government took power, there was an opportunity to have this debate between left and right. We didn't have it as much in Canada, and we certainly didn't have it in Quebec because we were obsessed with the Constitution and Quebec's place in society in Canada and whether the Quebec government was going to split Quebec away from the rest of the country. Le résultat de cela, c'est que le conservatisme ne s'est jamais implanté de façon, je dirais, importante au Québec dans les dernières 50 années. On a vu maintenant l'élection d'un gouvernement, une opposition, NPD, et on dit peut-être c'est une réaction contre le Bloc qui n'a rien fait pour le Québec. Non, je vous dis qu'il y a quelque chose de plus profond parce que le NPD, depuis 2006, depuis ces trois élections, 2006, 2008, 2011, ont chaque fois augmenté leur cote de popularité, leur cote de vote populaire, leur pourcentage.
Et c'est un phénomène qui s'est produit parce que le NPD, c'est le même groupe associé avec la gauche, les syndicats, le mouvement syndical, qui appuie le Parti québécois, qui appuie la souveraineté, qui appuie non seulement la souveraineté, mais l'identité québécoise. Alors, tout ce virage vers le NPD, dans un sens, c'est logique parce que le conservatisme représente the rest of Canada maintenant pour les Québécois. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Mes collègues vont en parler. Je vais brièvement vous donner certaines portes, je pense, d'ouverture sur cette question. Dans certains secteurs de politique publique, le Québec est, bizarrement, plus à droite que le reste du Canada. The first place where Quebec is actually, I would say, to the right of the rest of Canada is immigration. On immigration policy and multiculturalism, Quebecers are ahead of the curve in recognizing the importance of protecting a national identity and bringing newcomers into that identity and making them understand what values are of the country they are coming to. Why is this? Well, in part because Quebec feels that French is constantly under siege, but also Quebecers look to France. They look at Europe. They're more open to that, and they see what's happened there, and they see the examples and how immigrants are not being integrated. So in Quebec's the only province in Canada that's discussing whether the niqab, which is the covering to here, should be banned, and not simply when you vote, but all the time. Quebec had a commission on what they call reasonable accommodations, which studied the issue of how to integrate immigrants, how much accommodation is too much if you want to make people citizens of your country once they come here. So on immigration, on those issues, Quebec, there's an opening, I think, for conservatives who say, hey, we ought to stand up for values. We have to tell immigrants to be part of us as well as accept them. The other issue is health care. And here it's very important. In 2005, the Supreme Court of Canada issued a decision called Shauli. The Shauli decision forced the Quebec government to pass a law, Bill 33, in 2007, which opens the door to private insurance for certain types of surgeries. It's the only province in Canada that has this. But private medicine is flourishing in Quebec, as much as it is in Quebec. And British Columbia is the other province where it really is, but Quebec is a leader in this, ironically. So that's another open door for conservatives who believe in free markets, who believe in less regulation for healthcare, better outcomes that we could look at. And finally, young people. Young people in Quebec are supporting sovereignty at a lower rate than practically ever before. La firme Léger Marketing a étudié la question en 1995. Les jeunes entre les âges de 18 et 24 ans, 70% appuyaient la souveraineté. Entre les 25 et 34 ans, 60% aussi appuyaient la souveraineté. En 2011, ces pourcentages ont tombé à 40 et 45% respectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui voient la séparation comme un cul-de-sac. Ce n'est pas intéressant pour eux, aussi intéressant que c'était pour les générations jeunes auparavant. Et ça, c'est très important, malgré que la séparation a toujours une cote de popularité d'environ 40-42% dans la population générale du Québec, et que le PQ est en avance. Je sais, mes collègues vont en parler. C'est vrai que les jeunes ne sont pas aussi emparés du projet. Pourquoi? La mondialisation, l'Internet les démontrent que l'anglais, ça ne fait pas si peur que ça. Young people are more open today to other ideas, to globalization. So Quebec youth don't fear English the way they did before. They don't see identity issues as protected by government. And they also think government doesn't do that much for the average person. This is another attitude that is changing in terms of government's role. Young people are skeptical of politicians, of government, and the ability to change things for the better. Ironically, conservatives can work with that too, because we believe in smaller government, and we believe that people should be responsible more for themselves. So those are three areas of opportunity. I'm going to cede the floor now to my colleagues who are going to tell you more things, hopefully optimistic, about how conservatives can advance in Quebec. I thank you for your time and look forward to your questions. Excuse me, if you've had problems accessing the toll-free line, you can try again now. You can access it. Thank you. Merci beaucoup, Tasha. J'invite Mathieu Bocoté à venir s'adresser à vous. Alors, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je chercherai ma conférence prendra un peu le relais
de celle de Tasha Sheridan, c'est-à-dire elle nous a montré comment la Révolution tranquille a profondément marqué les consciences, a profondément marqué la culture politique québécoise, a profondément marqué la politique québécoise. Je défendrai devant vous la thèse suivante. La Révolution tranquille est aujourd'hui en fin de cycle. Et la Révolution tranquille, le cycle historique et politique ouvert avec la Révolution tranquille, le cycle historique qui était marqué à partir des années 60 par la transformation en profondeur du Québec, eh bien, ce cycle politique se termine, on pourrait même dire qu'il est terminé d'une certaine manière, et le Québec s'engage actuellement dans un nouveau cycle politique dont on ne sait encore comment dire le nom, qu'on ne saurait encore identifier, mais qui manifestement ne sera pas comme hier. Précisez-moi si je parle trop rapidement pour la traduction simultanée. C'est une habitude que j'ai de parler à la vitesse d'une mitrailleuse, et en ce moment, j'essaie de parler au rythme d'une semi-automatique. Alors, le Québec change actuellement. On dit qu'il sort de la question nationale, de son clivage entre souverainistes et fédéralistes. Il sort d'un clivage marqué finalement par la question de la souveraineté du Québec. Et il s'engagerait dans un débat entre la gauche et la droite. Et il normaliserait ainsi sa politique, son espace public, son débat démocratique par la liquidation de la question nationale. Les choses sont un peu plus complexes. Les choses sont un peu plus complexes et ce que je chercherai à identifier avec vous, c'est la nature de ce basculement politique que nous connaissons actuellement dans la société québécoise. Premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler la crise du modèle québécois ou la crise de la social-démocratie telle que nous l'avons connue au Québec depuis une quarantaine d'années. Le Québec a privilégié, pour une série de raisons, en fait, qui ont été assez bien identifiées par Tasha Sheridan, un modèle social-démocrate qui a été vu comme un modèle d'émancipation nationale. Et ce modèle a trouvé à rallier dans la société québécoise les souverainistes comme les fédéralistes. Tous évoluaient à gauche comme à droite à l'intérieur des paramètres du modèle québécois. La gauche et la droite se définissaient à l'intérieur des paramètres de la social-démocratie d'une certaine manière. Or, ce modèle, depuis une quinzaine d'années, et plus encore depuis une dizaine d'années, est en crise. On le voit à travers des questions comme la dette, bien évidemment, à travers l'efficacité des services publics, à travers le sentiment partout visible qu'il y a de plus en plus de déclassés à l'intérieur du modèle québécois. Des catégories sociales de plus en plus nombreuses se sentent exclues des avantages de la social-démocratie québécoise et conséquemment sont attentives envers un autre discours politique, envers une autre offre politique. Cette crise du modèle québécois, toutefois, le procès du modèle québécois ne s'opère pas à partir d'une philosophie, on pourrait dire, libérale classique ou libertarienne, sauf dans certaines franges marginales de la société québécoise. C'est plutôt un procès, mon ami Éric me contestera. Le procès de la social-démocratie s'opère surtout à partir de ce qu'on pourrait appeler un réformisme de centre-droit. On fait moins le procès de la légitimité du modèle québécois que de son inefficacité. Et on cherche moins, de ce point de vue, à congédier le modèle québécois qu'à le rendre plus efficace. À tort ou à raison, peut-être est-ce insuffisant, mais dans le discours politique québécois, les choses se passent ainsi. On peut le voir, par exemple, avec le discours de François Legault et de la coalition Avenir Québec. Mais nous aurions tort d'identifier, de voir ce malaise politique québécois partout visible. C'est la question qu'on se demande. Qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment? Nous aurions tort de réduire cette crise à une dimension technique, technocratique, économique et gestionnaire. Elle porte aussi en elle une dimension culturelle, identitaire et nationale. Nous assistons d'une certaine manière à la mutation de la question nationale québécoise. Je le dis de manière culturelle d'abord, par exemple avec la question de l'éducation. On a présenté souvent au Québec, dans le cadre de la Révolution tranquille, l'éducation comme la grande conquête de la Révolution tranquille au Québec. Les Québécois francophones, peuple sous-scolarisé, déclassé, tiers-monde intérieur en Occident, eh bien, le peuple québécois serait sorti par l'éducation d'une forme de grande noirceur culturelle. Il y a du vrai et beaucoup de faux là-dedans. C'est-à-dire du vrai parce que l'éducation a véritablement permis à la société québécoise de faire un rattrapage culturel, éducatif et social, mais du faux aussi parce que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un grand désenchantement par rapport à l'école québécoise, par exemple. Vous connaissez probablement au Canada anglais aussi ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pédagogies éducatives. Vous savez, la pédagogie qui met de côté les connaissances, la culture, l'autorité, le savoir, le maître. Le professeur n'est plus un professeur, mais un géo,
le professeur, d'une certaine manière, est un gentil accompagnateur d'un étudiant appelé à trouver en lui-même la vérité de son savoir. L'école québécoise est en crise d'une certaine manière et les Québécois découvrent à travers la crise d'une école qui ne transmet plus de connaissances, qui ne transmet plus suffisamment la culture, qui ne transmet plus suffisamment un bagage de connaissances pour nous introduire à la société comme à la civilisation qui est la nôtre. La critique qui est faite de l'école québécoise marque une chose, le malaise québécois en ce moment n'est pas qu'un malaise économique, il est aussi un malaise culturel. Un malaise culturel avec une tonalité conservatrice ici. Le conservatisme québécois étant toutefois moins social que culturel. Autre dimension de cette critique de la société québécoise, du malaise politique qui caractérise le Québec actuellement, et je m'appesantirai sur cette question, c'est la question évidemment de l'identité québécoise, de la question du multiculturalisme. On a vu depuis la crise des accommodements raisonnables en 2006, 2007, 2008, que le multiculturalisme, certains au Québec cherchent à faire passer ça pour de l'interculturalisme, mais il ne faut pas se laisser bluffer. Je parle du multiculturalisme comme idéologie et je ne parle pas spécialement de sa version canadienne encastrée dans la Constitution. Je parle du multiculturalisme comme idéologie tel qu'il sévit dans toutes les sociétés occidentales. Les Québécois mènent un procès récurrent, régulier et pour ne pas dire franchement assez sévère de l'idéologie multiculturaliste. Ils ne mènent pas cette critique exclusivement au nom des droits individuels, dans une critique, appelons ça libérale classique, mais ils mènent une critique nationaliste du multiculturalisme. Je définis le multiculturalisme de la manière suivante. C'est une idéologie qui repose sur l'inversion du devoir d'intégration. À l'origine, dans les sociétés occidentales, la vocation du nouvel arrivant était de prendre le pli de la société qui l'accueillait, de la société d'accueil. La vocation du nouvel arrivant était d'apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil, une société qui se définissait par sa culture, son histoire, son identité, sa langue et ainsi de suite. Eh bien, le multiculturalisme, tel qu'il a pris forme dans la culture politique québécoise, dans la société québécoise depuis une quinzaine d'années, est rejeté massivement, sauf par une certaine frange de l'intelligentsia progressiste. Il est rejeté massivement dans les couches populaires, dans les classes moyennes. Il est rejeté massivement dans les régions, dans les banlieues. Et s'il trouve quelques défenseurs médiatiquement vocaux, il trouve de moins en moins d'appui populaire. Et c'est à partir de cette crise du multiculturalisme, de ce multiculturalisme qui fragmente la société québécoise, qui conteste la prétention légitime de la majorité francophone à se constituer comme pôle d'intégration, de ce multiculturalisme qui conteste le droit fondamental de la majorité francophone à faire de son identité le cadre de référence de la société québécoise, eh bien, c'est à partir de cette critique du multiculturalisme que se recompose en bonne partie aujourd'hui la politique québécoise. Aux élections provinciales de 2007, dont vous avez peut-être le souvenir, le Parti québécois s'est fait déclasser par l'Action démocratique de Mario Dumont autour de cette question. Le Parti québécois, pour une série de raisons qui seraient trop longues d'aborder, le Parti québécois était devenu de plus en plus timide, pour ne pas dire timoré, sur les questions identitaires. Il était devenu, dans la culture politique québécoise, on disait qu'il s'était trudeauisé. Le Parti québécois et le Parti libéral du Canada, finalement, s'entendaient sur tout, sauf sur le lieu de la capitale. L'ADQ a récupéré à ce moment, au moment de la crise des accommodements raisonnables, crise majeure qui révélait l'échec de l'idéologie multiculturaliste et montrant à quel point elle portait loin l'inversion du devoir d'intégration, eh bien, l'ADQ a récupéré l'enjeu identitaire et, pendant le temps d'une élection, a réussi à déclasser le Parti québécois. Et ce qu'on voit depuis, de manière récurrente dans l'espace public, c'est que la question de la critique du multiculturalisme, de la défense de l'identité québécoise, de la défense de la culture québécoise est un thème politiquement porteur pour ceux qui s'en emparent. Ce qui m'amène à une conclusion en forme de synthèse politique. Il y a donc plusieurs courants qui convergent dans la politique québécoise actuellement. Il y a le courant d'un centre-droit, peut-on dire, un réformisme économique qui nous dit que le modèle québécois ne fonctionne plus, nous ne voulons pas le liquider intégralement parce qu'il nous a bien servi, mais nous voulons le réformer en profondeur. Et tous les partis politiques, d'une certaine manière, s'approprient cet appel à la réforme modérée ou plus radicale du modèle québécois. Il y a une tendance conservatrice, une forme de réformisme culturel, de conservatisme culturel, qui se porte dans des questions comme l'école, la question de l'école dont j'ai parlé tantôt, mais qui peut se poser plus largement sur la question du sens commun,
un de conservatisme de sens commun, trouve naturellement son public dans la société québécoise. Et troisième élément, ce conservatisme identitaire, et j'utilise le terme de manière décomplexée, ce conservatisme identitaire qui est d'abord occupé à réhabiliter le référent national, le référent majoritaire, cette idée qu'une société n'est pas qu'une addition d'individus, mais c'est une culture, et que pour s'intégrer à cette société, il ne faut pas simplement respecter les règles, mais en prendre les mœurs. Eh bien, j'ajouterai une chose sur cette question, ce conservatisme identitaire, qui est l'autre nom d'un nationalisme, peut-on dire, post-révolution tranquille, cherche même à réhabiliter dans l'identité québécoise ce qui vient d'avant la Révolution tranquille et ce qui vient d'après la Révolution tranquille. L'héritage de la Révolution tranquille, c'est un héritage de laïcité, c'est un héritage d'affirmation du fait français, c'est un héritage d'un appel à la refondation politique du Québec, mais ce qui vient d'avant la Révolution tranquille, c'est le sentiment de notre appartenance à la civilisation occidentale qui se donne aujourd'hui, par exemple, par la réhabilitation d'un certain héritage catholique. Le Québec, à partir des années 60, a mis de côté radicalement son héritage catholique. Aujourd'hui, il tend à le réhabiliter, non pas comme une foi, non pas comme une religion, mais comme une culture qui a sa place dans l'espace public. Et d'une certaine manière, on cherche à accoupler les deux héritages, celui de la Révolution tranquille, celui d'avant. Eh bien, je dirais, puisqu'il me reste 33 secondes, et que pour une fois, je tenterai de ne pas dépasser mon temps, eh bien, c'est en comprenant que le Québec actuellement n'est pas simplement en train de devenir fou, que les Québécois ne sont pas incompréhensibles, mais qu'il y a un changement d'époque dont nous sommes contemporains. Le Québec, en ce moment, ne fait pas que changer possiblement de gouvernement, il change d'époque. Mais c'est à travers ce changement d'époque que s'opère une transformation en profondeur de la politique québécoise, de la société québécoise. Et la question qui se pose à partir de là, c'est lesquels des partis politiques, nous en avons quelques-uns, seront capables de porter cette énergie réformatrice, d'assumer ce conservatisme qui ne dit pas son nom, mais qui est de plus en plus présent dans la société québécoise, lequel des partis politiques présents au Québec sera capable de porter cet héritage à partir, d'ailleurs, les trois sont potentiellement capables de s'approprier une partie de ce discours, de ce malaise, et c'est le parti qui sera capable de porter ce malaise québécois et de le traduire en discours de redressement, d'affranchissement collectif, en discours finalement de rénovation, de réforme à la québécoise, c'est ce parti qui risque durablement de redéfinir l'échiquier politique. À tout le moins, c'est cette sensibilité qui risque à moyen terme de redéfinir la vie politique québécoise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Merci aussi pour le respect du temps. C'est impressionnant. Éric. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup au Manning Center pour l'invitation à parler de cet enjeu-là. S'il y a une question complexe ces jours-ci en politique canadienne, c'est bien celle de comprendre ce qui se passe au Québec. Even myself, if I'm a full-time columnist and commentator on political issues in Quebec, I can tell you that I have a headache every day to understand what's going on in my home province, so I can figure out why you guys have some difficulties these days. On one hand, you saw last May the Bloc Québécois disappearing, or almost. There's only 4 MPs left. On the other hand, 6 months ago, we saw the Parti Québécois imploding. Many of us thought it was the end. Pauline Marois, the leader, there was a huge putsch against her. Her members of the National Assembly were resigning one after the other. And here we are this morning, there's a new poll saying that if there was an election today, the Parti Québécois would win a majority of seats with her as a premier, and she's the most popular leader of all parties right now in Quebec, so go figure. Donc, les choses peuvent changer très, très, très rapidement en politique québécoise ces jours-ci. Et on l'a vu avec l'arrivée de 59 députés néo-démocrates. Les Québécois sont d'humeur changeante. Et je pense que les 2 interventions précédentes expliquent en grande partie pourquoi on assiste à autant de volatilité dans l'électorat. On assiste, comme Mathieu vient de le dire, à une fin de cycle. Effectivement, les Québécois, pendant un demi-siècle, ont voté où chaque bulletin de vote qu'ils avaient devant eux était pratiquement un référendum. Ils avaient toujours le choix entre le camp du oui et le camp du non, même quand c'était simplement une élection municipale ou fédérale, où on a toujours l'impression qu'il y avait 2 camps très polarisés, et ce débat-là arrive à un essoufflement.
Et moi, je suis de ceux qui pensent que cet essoufflement-là s'explique aussi, Tasha en a mentionné quelques passages sur la baisse d'appui au niveau de la jeunesse vis-à-vis de l'option souverainiste. Et je pense que c'est aussi cet nouvel engouement de la jeunesse qui explique le changement auquel on assiste. Personally, I just wrote a book called L'État contre les jeunes, The State Against the Youth, because I do believe that our political spectrum in Quebec is completely changing and we're entering in a new paradigm because of the interest of the youth that is completely different. And it's not just because of the internet or because of the new technologies or because they're more open or more bilingual. It's also because we have an economic reality that is facing us, and that one might be much more important than constitutional feuds of the past. Quebecers are facing something that all the Western world is facing, but at a much, much, much more important pace. Our population is aging much faster than any other Western society in the world. 20 years ago, we had 7 workers for 1 pensioner. Today, we have 3. In 10 years, we'll have 2. The aging of our population is unprecedented, and that's going to put a huge, huge pressure on all of our public policies in a very, very near future, much more importantly than in the rest of Canada or in the US or in Europe. And for example, if you look at the Canadian pension plan versus the Quebec pension plan, you remember it was 50 years ago a great debate between Quebec and Canada, so Quebec could be autonomous and have its own pension plan system, and we would not be part of the Canadian pension plan. And it was a great element of pride and nationalism at the time. Today, we're facing a new reality. Because our population is aging much faster, for the first time since January 1st, Quebecers will pay more for their pension plan than the Canadian workers are. For the first time, we're breaking up. Usually, we always pay the same percentage of income for our pension plan as the rest of Canada. The breakup happened this January 1st. Now, Quebecers for the next 5 years are having increases, and those increases are not going to stop anytime soon. If my parents and grandparents paid 3.5% of their income for their pension plan, today Quebecers are paying over 10%. In 5 years, they'll pay 11%, and in 15, 20 years, they're going to pay 12.5, 13% for the same pension plan system. So it means a new generation is going to pay 3-4 times more than their parents for the same, at the best, the same premiums as their grandparents and parents got. So c'est ce genre d'enjeu-là qui fait en sorte que les Québécois, les jeunes, se sentent de plus en plus interpellés par la politique, mais pas nécessairement pour se battre pour la couleur d'un drapeau, mais aussi se battre pour leur avenir, se battre pour leur portefeuille, se battre pour assurer un avenir meilleur. Ce sera la première génération dans l'histoire du Québec qui va vivre plus pauvrement que celle de ses parents. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une guerre, ce n'est pas parce qu'il y a eu un tsunami, ce n'est pas un cataclysme qui est arrivé, c'est une intervention gouvernementale qui a détourné de l'argent d'une génération vers une autre. On a pris l'argent des plus jeunes, on a hypothéqué l'avenir de la prochaine génération pour racheter la prochaine élection. Et malheureusement, tous les partis politiques qui ont été représentés à l'Assemblée nationale depuis un demi-siècle ont joué dans ce jeu-là. Et l'objectif était évidemment d'acheter les faveurs pour attirer ces gens-là dans le débat constitutionnel de notre côté du oui ou du non. Mais ça s'est fait au détriment de la jeunesse. We often talked about the welfare state in Canada and especially in Quebec as, you know, a redistribution process, taxing the rich and giving to the poor. Unfortunately, what happened actually, what we realized 50 years later, is that we were actually taxing the future and the future generations to give it to the people that were older enough to vote for the yes or the no camp. And this was the holdup of one generation to another. So that being said, it's not. I spoke about the pension plan. I can talk about the debt, as Tasha talked about the fact that Quebec is the 5th or 4th, depending on which figure you're looking at. But Quebec is one of the most in-debt societies in the world. There's also the healthcare issue in Quebec that might be one of the most important, if not the most important one. 30 years ago, Quebecers were spending less than 30% of their budget in programs in Quebec City on healthcare. Today, it's close to 50%. We're the highest province right now. And according to the Conference Board of Canada,
in 20 years, it's going to be over 2/3 of our budget. And we're just talking about the healthcare system. So obviously, the public monopoly on healthcare is not sustainable. It's not a matter of ideological thing. It has nothing to do with ideology here. It's just, we just cannot afford it. It's just a matter of reality. And and Quebecers are the first ones who are going to hit the wall and the first ones that are going to implement reforms. And the population is already there. As you know, over 75% of Quebecers are open to increase the role of the private sector in healthcare right now. It's the highest percentage by far of any other province in Canada. So, je pourrais aussi donner encore plusieurs autres exemples, mais je pense que vous comprenez où je m'en vais. Ce que je veux vous dire, c'est que pendant qu'on a parlé beaucoup d'indépendance du Québec au cours des 50 dernières années, aujourd'hui, on réalise que autant les forces fédéralistes que les forces souverainistes au Québec étaient des forces dépendantistes. Je m'explique, c'est des gens qui ont cultivé de façon délibérée la dépendance des Québécois envers l'État et la dépendance du Québec envers le Canada anglais. Les citoyens québécois aujourd'hui sont dépendants de ce qu'on appelle le gouvernement, la version anglophone du nanny state, et comme aucun autre citoyen sur le continent. Et on est aussi devenu de plus en plus une province par rapport au reste du Canada de plus en plus pauvre et de plus en plus dépendante de la générosité de nos compatriotes canadiens anglais. Et je pense que ce n'est pas un modèle québécois qui a été cultivé comme ça. D'abord, ce n'est pas un modèle du tout parce qu'il n'y a personne au monde qui voudrait imiter ce qui s'est passé au Québec depuis 50 ans, je pense, en termes de politique publique. Et ça n'a rien de québécois. Le Québec s'est développé au travail de nos ancêtres qui ont défriché un territoire qui n'était pas toujours facile. Et c'est comme ça que le Québec a prospéré de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est subi un recul. C'est à cause d'un État obèse et tentaculaire. Et c'est de ça dont il faut se débarrasser et qu'il faut réformer impérativement, d'abord et avant tout, bien avant de savoir quelle couleur du drapeau puis quel siège à l'ONU on aura. Et je veux terminer en parlant du Manning Center par rapport à ça, parce que le Manning Center a été une inspiration pour certains Québécois ces dernières années. C'est Yann Sénéchal, un des cofondateurs du Réseau Liberté Québec, qui a assisté à une conférence il y a quelques années ici. Et and I'm going to say it in English. Ian came here and said, "This is fantastic what you guys are doing in English Canada. We need such a thing in Quebec." So a little bit less than 2 years ago, Roy Epen, who's also a co-founder, who's here today, and many of you know, and 4 other of us founded the Quebec Freedom Network, le Réseau Liberté Québec. And we did it not because we didn't like the Manning. Actually, it was kind of our ideal, that's what we wanted to do in Quebec. But we thought that it was not possible to bring Quebecers in the Manning Center. We thought it would be better if we had, I will use the word separate, but not in the sense that you think. That we have separate issues that are of concern for us, and it would be easier if we were building it from scratch. And next weekend in Quebec City, there's going to be 400 or 500 people gathering to have the same kind of conference in Quebec City. It's going to be our 3rd big conference over the last 18 months. And you know, there's a lot of similarities between us, but maybe I could, if I have a minute and a half, I could talk about also the differences that might be of some interest for you. Tasha mentioned earlier the difference in terms of religion, you know, and Mathieu also talked about it. You know, yes, we have a Catholic past, but, you know, the church attendance in Quebec is the lowest by far in the country. Christian evangelicals in Quebec are less than 1% of the population. On abortion, Tasha mentioned the numbers that Quebecers do not, there seems to be a large consensus in favor of the pro-choicers. And I could go on and on and on. The Quebec Freedom Network is more perceived as a, you know, fiscally conservative, and even many libertarians, many of us are libertarians, or even people like Mathieu who talked about, you know, anti-multiculturalism and things like that. So there is issues where there is common ground, and we're building a big tent, but there is also some differences in terms of social conservatism, obviously. And I want to say that it's important for us in Quebec to do it like the Manning Center did through an organization, a grassroots movement.
not a political party. I don't think Quebecers are there yet. For 50 years, we've been so polarized on the yes and right and no side that even when we talk about left and right, people ask us, is that federalist or separatist? And it might sound stupid and crazy for you, but you have to understand that for people who for half a century have been voting in almost a referendum every 4 years, they don't understand where that right wing and left wing comes from. So there's an education process that we have to go through, and grassroots movements at this point of time, I think, are much more helpful to build the small C conservative coalition that we're looking for in the future. And because unfortunately, politically, it's going the other way around. Even if our ideas and our policies are gaining ground every single day in Quebec, on the other hand, politically, many of us are orphans today. The only small C conservative alternative that we had for years in the National Assembly was the ADQ with Mario Dumont. The party has been swallowed by François Legault, a former Parti Québécois minister that is much more moderate, not to say a PQ 2.0 almost for many of us, and that is very wishy-washy on many of the issues that are very important for us. So we don't have a political alternative anymore. So it shows you also the disconnect between the political elite and the people, but that's another issue. But I don't think we're there anyway. I think politicians are always, after the population. The population is always ahead of politicians and of political parties. And at this point of time, our purpose in Quebec should not be just to focus on the next election. We should focus on the next generation of ideas. Thank you very much. I don't know if this works, so I would like you to ask a question. I would like you to share your feedback, and don't hesitate to ask them in English as well. So first. Bonjour, je viens de Mascouche, Québec. Bonjour. Et je suis impressionnée avec votre discours. Just to let you know that since we are in the Manning Center, I was thinking that we were going to talk something about the conservatives as well in Quebec. And I was wanting to hear something. Why was a big fiasco in the elections in Montreal and in Quebec? And that was not addressed. I would like you to speak on that. And also, in my viewpoint, the Conservative Party and the Conservative government wanted to so badly win in Quebec that, in my opinion, they transplanted some very key people from the Quebec Liberal Party and some Quebec from the Liberal, Federal Liberal, and placing them to run Conservative movement in Quebec, and that was a sure recipe for failure. I had written and wanted to address that, but it doesn't seem to be a problem. There seems to be no problem in Quebec, according to the authorities. We want to see a change. We want to see the real grassroots conservatives being able to voice their opinions. No opinions are taken seriously, and I would like to know your viewpoint on why it failed and why there was such a fiasco in Quebec. Thank you. Obviously, it's a good question. Why do you think? My mic? Okay, it's working. Okay. Well, thank you for your question. Actually, it's a very good question, and I'm sure many of us have been trying to figure it out what happened in the last federal election. I think there's a part of that is, as I said, it's people wanted to get rid so much of the old federalist, separatist debate. I know many small C conservatives, right-wingers, who voted for the NDP. I know that in the rest of Canada it makes no sense and it sounds completely stupid, but from a Quebec perspective, when you want to get rid of your Bloc Québécois MP and you see that the NDP is going up, it's anybody but the Bloc, and many people ended up voting for the NDP. That's one part of the problem. The other part, you're right, it's about the reach out, I think, of the Conservative Party in Quebec. They've been way too close for too many years with the provincial Liberals. Those people, even if Jean Charest is a former progressive conservative leader, he has no friends to our ideas and our values. And that's important to know, actually. And Jean Charest, as a professional politician as he is, knows it's very popular in Quebec to bash the federal government every month or two, and he did it over and over and over again. During the election campaign, he does it like twice a day, and to increase his own popularity among nationalists, and so he's never ever been an ally.
And unfortunately, when you try to reach out to somebody and you're publicly open towards that person and see him as an ally while he's slapping you in the face, it hurts much more. And that's what happened in Quebec over the last 2 elections. I want to say that I agree with everything Eric said. I think one of the other issues was the issues in the election that were being presented. Economics was something everyone could relate to, but the tough on crime legislation, the gun registry, those are the hot buttons that unfortunately Justin Trudeau is right about. Those are differences between Quebec and the rest of the country, and those were front and center in terms of conservative policy. The common ground that you mentioned, that you also mentioned in terms of health care, immigration policy, those things were not front and center in this election. So we didn't play to strengths. Big conservatives writ large did not play to those strengths. What the message to Quebecers was, if you want to get rid of the Bloc, go to the next, the choice you haven't made yet, which is the NDP, which had also, like I said, been gaining ground significantly since 2006, every election. So they'd been paving the way to replace the Bloc because they are left of center on social policy and issues that Quebecers saw in this election. Oui, j'ajouterais une dimension. Il y a historiquement, disons depuis les années Mulroney, il y a eu une ouverture du Québec envers le Parti conservateur parce que le Parti conservateur, pendant longtemps, a eu une ouverture envers le Québec. Du point de vue, je crois, du nationaliste québécois ordinaire, qui a pu voter Mulroney, qui a pu voter conservateur, tout comme il a voté Bloc ensuite, tout comme il a voté Oui, et tout comme aujourd'hui, il pourrait voter NPD ou Legault. Eh bien, le Parti conservateur fédéral a changé d'une certaine manière. C'est un discours qui revient très souvent au Québec. D'ailleurs, il a changé historiquement. On a vu la mutation par le Reform Party et ainsi de suite. On a l'impression que le Parti conservateur, qui avait une ouverture historique traditionnelle envers le Québec, a renoncé finalement à porter cette ouverture, à tendre la main à l'électorat québécois qui s'attend, à tort ou à raison, à ce qu'on lui parle non pas comme l'électorat d'une province sur 10, mais comme un peuple sur 2. Eh bien, de ce point de vue, si les Québécois n'entendent pas un discours qui s'adresse à leur spécificité, ils ferment l'oreille, ils regardent ailleurs finalement. Et j'aimerais dire une chose d'ailleurs, en 2008, à l'élection fédérale, qui nous a conduit ensuite à la coalition, juste avant l'élection, le Parti conservateur et le Bloc étaient à 2 points de pourcentage dans les sondages. Donc à ce moment, le Parti conservateur qui avait mené une stratégie québécoise par la reconnaissance de la nation, par le siège à l'UNESCO, avait réussi à débloquer, je veux dire, les oreilles québécoises autour de son projet. Manifestement, il y a eu un changement dans l'orientation du Parti conservateur, à tout le moins du point de vue québécois, et les Québécois, de ce point de vue, refusent aujourd'hui le Parti conservateur, non pas parce qu'il s'agit d'un parti conservateur, mais parce qu'il s'agit d'un parti qui n'a plus d'ouverture au Québec, de leur point de vue. J'espère qu'on va revenir à cette question-là, mais je vais en prendre une autre ici au micro. I believe right-wing movements have to just tell the truth, and if people don't like it, don't elect me. And one of the things is on healthcare, the economists have studied it, and it's actually the decline in wages from '69 and the fact that people, to make a decent standard of living, have to train when they used to not have to train. And yes, in fact, it's one of the great lies that's going around. And so we just got to, the right-wing movements, let us just please tell the truth that in fact it is declining wages that cause the healthcare problem, and also the truth has to be the first issue, and will that be the way it is? Thank you. I'm not sure there was a question, but let me take another one. Je vais un peu me placer en exergue de Tasha et Mathieu Bock-Côté parce qu'il y a une espèce de continuité dans le nationalisme québécois. On l'a vu à la campagne de 39 de Duplessis, c'était « Restons maîtres chez nous ». Il voulait récupérer beaucoup de pouvoir d'Ottawa. Et je vois plutôt la Révolution tranquille comme une espèce de mythe fondateur pour la social-démocratie du Québec, en récupérant le thème de Duplessis et en changeant des pouvoirs qui étaient des institutions privées, exemple les compagnies d'énergie ou l'éducation et la santé, vers une espèce de coupole étatique. Et je ne vois pas une espèce de ralentissement du Québec. Donc, je me demande quel est le ralentissement du nationalisme du Québec. Donc, si on est en fin de cycle de révolution tranquille, c'est quoi l'avenir du nationalisme du Québec? Et est-ce qu'on peut récupérer les institutions qui sont nationalisées pour les privatiser? Et comment on le fait? L'ADQ, je pense, avait discuté de privatiser en partie Hydro-Québec. Ça n'a pas fait beaucoup
d'avance, mais je pense qu'il y a des gens qui se demandent à propos de la caisse de dépôt aussi, à propos des pensions, la question que tu as mentionnée, l'intelligence du gouvernement de gérer leur argent en général. Je pense que aussi il y a une interrogation sur le modèle québécois en général, qui vient des jeunes, comme on en a parlé. Mais je pense que le problème, c'est psychologique, c'est l'État défenseur de la société québécoise. Et c'est ça qui doit être brisé, cette idée que l'État est bienveillant. Et ça se fait dans certains secteurs, mais le message n'est pas communiqué assez. On a toujours, au Québec, je ne sais pas si vous le savez, un ministère de la solidarité sociale. Je sais, a Ministry of Social Solidarity. That's what the ministry that dispenses welfare in Quebec is called, okay? Social solidarity. Language is incredibly important, and Quebecers still hear that language over and over. So the challenge is not just changing the institutions, but changing the way we talk about what's important and how the state should be related to the individual. Mathieu? Oui, je crois qu'il y a une mutation actuellement du nationalisme québécois. Une bonne partie de l'électorat souverainiste aujourd'hui ne devient pas fédéraliste, mais considère que cette question les intéresse moins qu'auparavant. À tort ou à raison, on fait quelquefois la comparaison en disant des souverainistes qu'ils sont aujourd'hui comme les catholiques d'hier. C'est-à-dire il y a 85% de catholiques au Québec et les églises sont vides. Eh bien, de la même manière, les Québécois conservent, on leur demande, il y aura un référendum, vous voteriez oui? Oui, probablement. Est-ce que vous souhaitez un référendum? Non. Pourquoi? Vous êtes contre? Non, pas le goût. Bon, autrement dit, il y a une lassitude envers la question nationale, mais cette lassitude envers la question nationale ne doit pas être vue comme un abandon du thème de l'identité québécoise et du nationalisme. On l'a vu avec l'ADQ en 2007 qui a opéré une nouvelle synthèse. La Révolution tranquille, une des grandes erreurs des souverainistes, c'est d'avoir accouplé la social-démocratie et la souveraineté. Vous étiez pour le Québec, vous étiez pour la gauche, j'étais pour la gauche, j'étais pour la souveraineté, bon, vous étiez pour le Québec. Or, des souverainistes, des Québécois, des nationalistes, il y en a à gauche, au centre et à droite. Et les nationalistes ont oublié pendant longtemps d'avoir cet esprit de coalition. Eh bien, le Parti québécois a associé abusivement la souveraineté et la social-démocratie. Aujourd'hui, on voit une tentative de recomposer au centre droit le nationalisme québécois. C'était le projet de Dumont. C'était un peu le projet de Legault, mais pour l'instant, ça avorte. Il n'en demeure pas moins qu'une ligne de fond ici pour la continuité du nationalisme. I'm really sorry we don't have any more times for questions. I really would like to thank you all for attending. C'était très intéressant. Et évidemment, pour ceux qui veulent venir poser des questions individuellement,